Les 5 préceptes du Reiki, c'est vraiment le cœur du Reiki, c'est l'essentiel. C'est ce qu'on vise, parce que Mikao Sensei, le fondateur, il avait appelé son système Shōfuku no Hiho, ça veut dire l'art secret du bonheur. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une spiritualité dans un système énergétique. Et ben, ça rejoint la loi qu'on a vue hier matin, pour ceux qui se souviennent, on avait dit « là où l'esprit va, l'énergie va ». Vous vous souvenez de ça? L'énergie suit la pensée, c'est-à-dire que mon état d'esprit va diriger mon énergie. Et même si je canalise le Reiki, qui est une énergie universelle, hein, ce n'est pas mon énergie, c'est une énergie de l'univers, qui est une source abondante, qui va couler à travers moi, quel que soit mon état. Ça va me permettre de lâcher beaucoup de tensions, de résoudre beaucoup de schémas erronés qui me handicapent et de vitaliser mon corps pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Mais par contre, mon énergie individuelle, personnelle, elle est dirigée en partie par mon état d'esprit. Là où l'esprit va, l'énergie va. Ça veut dire que de faire un travail sur son propre esprit, ça permet de prévenir énormément de problèmes énergétiques qui auront des conséquences sur le plan matériel, relationnel et autres. Donc avoir un état d'esprit, travailler son état d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et le Reiki, c'est ça qui est magique. Quand on se demande c'est quoi différent avec le magnétisme, l'une des grandes différences, il n'y a pas de spiritualité dans le magnétisme, il y en a dans le Reiki. Et c'est vraiment superbe. William Lirand, il avait renommé les 5 préceptes du Reiki, c'était the 5 Reiki Ideals, c'est les 5 idéaux du Reiki. Et William Lirand, il a renommé les 5 préceptes en 5 idéaux pour nous rappeler que juste on suit une ligne, un objectif qu'on essaye d'atteindre. Bien sûr qu'on va se mettre en colère, se faire des soucis, etc. C'est notre expérience humaine. Mais par contre, c'est en cherchant à se purifier de ces émotions-là qu'on va progresser. Donc je vais vous exposer pas mal de choses. Dans votre manuel, il y a beaucoup d'infos et de conseils. On va les explorer ensemble. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est des moyens. Moi, j'ai essayé d'en trouver, des moyens de mettre en place les préceptes. Pas seulement de dire, il ne faut pas se mettre en colère, c'est pas bien, revenez au Reiki 2, mais juste donner un petit peu de solution. Et donc, vous avez pas mal de techniques pour mettre en place tout ça. La première des choses à bien comprendre, c'est que le chemin spirituel, c'est un chemin intime. C'est entre nous et nous. C'est pas les autres qui nous disent « Oh, t'es pas spirituel, toi ». Donc tous les jours, on va se mettre en colère, tous les jours, on va se préoccuper. Ne laissez surtout pas les gens vous dire t'es spirituel ou non. De même qu'éviter de pointer les gens du doigt en disant t'as pas progressé sur ton chemin spirituel. Spiritualité, c'est quelque chose de l'intime, c'est entre nous et nous. Et le Reiki particulièrement, c'est un chemin qu'on suit de manière autonome. Les profs, ils sont là pour nous soutenir, les copains pour nous aider, mais on est vraiment sur quelque chose d'autonome. Donc laissez pas les gens vous dire dis donc, tu fais du Reiki, tu devrais me dire oui tout le temps. Ça marche pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous a dit Mikao Usui? Il nous a dit Kyo dakewa, juste aujourd'hui, Ika Aruna, ne te mets pas en colère, Shinpai Suna, ne te fais pas de soucis, Kanshashite, montre de la gratitude, Gyo Hageme, accomplis ton devoir avec application, Shitoni Shinsetsuni, sois bienveillant avec les autres. Il y a une dimension où on va au-delà de nous. Et ces 5 préceptes, c'est la quintessence de ce dont on a besoin. Mais on voit qu'ils commencent par quelque chose. Avant d'aborder le premier précepte, Ikaruna, ne te mets pas en colère, Usui Sensei nous donne une recommandation claire. Tu vas faire tout ça, mais tu vas le faire à un seul moment. Tu vas le faire maintenant. Kyo dakewa, c'est juste aujourd'hui ou juste maintenant. Donc ça, c'est un truc je pense, ça doit vous évoquer quelque chose, ce concept d'instant présent. Hein, pleine conscience, pleine présence, vivre dans l'instant présent, etc. C'est des choses dont on entend beaucoup parler en ce moment. La pleine conscience, c'est un concept particulièrement présent dans le bouddhisme, particulièrement, pas seulement, mais particulièrement, qui à un moment donné a été expérimenté scientifiquement, et étant donné qu'aujourd'hui, les bienfaits de la méditation de pleine conscience sont prouvés scientifiquement, ça se répand partout, quoi. Je sais que mon médecin, il fait de la méditation maintenant, je trouve ça sympa. Donc, qu'est-ce que ça nous indique, en fait? Alors, au-delà du fait qu'on peut à aucun moment agir ailleurs que maintenant. Si tu ne veux pas te mettre en colère, c'est ne te mets pas en colère demain, ça ne sert à rien. Tu vas travailler maintenant sur ta colère, sur ta peur. Ça nous indique autre chose. Ça nous indique qu'il y a vraiment une dimension particulière au-delà de tout ce magma mental qui nous domine, qui nous dirige et qui nous fait terriblement souffrir et qui crée énormément de problèmes. Et dans le Kyo dakewa, il y a une dimension qu'on va explorer maintenant, qui est vraiment celle de vivre dans l'instant présent. Finalement, si vous commencez par ça, vous avez déjà fait 50% de ça. Donc on va l'aborder ensemble. On parle du présent. C'est quoi le présent, en fait? Si on nous dit « installe-toi dans le présent », vis l'instant présent, c'est un concept.
hein, pleine conscience, c'est très mental en fait, on n'est plus vraiment en train de vivre, alors c'est quoi le présent? Et si on regarde la dimension métaphysique, disons, du Reiki, on nous enseigne, avant de nous dire ce que c'est, on nous enseigne ce que ça n'est pas. Le présent, c'est pas le passé, et c'est pas le futur. Donc on va aller voir ce que c'est que ce passé, ce futur finalement, parce qu'on passe notre temps avec notre mental à basculer du passé au futur. Hein. C'est un petit peu retour vers le futur, on a la petite machine qui est capable de voyager dans le temps, ici et maintenant. Et on se gâche la vie terriblement, on se crée énormément de problèmes. Dans les enseignements justement traditionnels, d'où proviennent le Reiki, je pense au Shinto et au bouddhisme notamment, on ne va pas appeler ça passé futur, on va appeler ça mémoire imaginaire. C'est deux dimensions qui existent en nous maintenant en fait. Le passé, en fait, c'est de la mémoire. C'est pas dans un livre d'histoire où on parle de faits qui se sont produits. C'est ce que nous avons gardé de nos expériences passées. C'est notre mémoire. Hier, si vous vous souvenez, on avait dit que de 0 à 6 ans, la psyché se construit, qui correspond au plan astral, c'est notre représentation du monde, notre image du monde, nos croyances sur le monde. Elles se construisent de 0 à 6 ans, puis elles s'actualisent avec nos expériences. Et on garde ça dans notre mémoire. Énergétiquement, c'est dans le corps. Quand on a posé les mains ce matin et tout à l'heure, on a traité aussi des dimensions de la mémoire, sans le savoir. Si dans mon passé, j'ai vécu une expérience qui m'a blessé, ça va s'imprimer dans la mémoire comme expérience négative à ne surtout pas reproduire. Par exemple, j'ai vécu avec mes parents qui n'avaient pas trop de sous, et donc j'étais, voilà, on vivait pauvre, mais les enfants pauvres, riches, ça ne change rien pour eux, le bonheur il n'est pas là. Par contre, un jour, je ne sais pas, par exemple, le bailleur à qui appartient l'immeuble, il décide de revendre et d'en faire un hôtel, et il expulse les parents en utilisant ces connexions qu'il peut avoir peut-être dans différentes sphères, et on se retrouve à la rue avec nos parents. On va enregistrer riche, méchant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est inscrit dans la mémoire. La prochaine fois qu'on croise quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, on va avoir un réflexe immédiat, et on va avoir besoin de se protéger. C'est ça la mémoire. Donc quand on passe son temps à ressasser le passé et à revisiter tout ça, en fait, on regarde cette espèce de programmation que nous avons. On appelle ça le passé. Qu'est-ce qui va se passer dans l'instant présent? Aujourd'hui, on n'est plus des enfants. Dans l'instant présent, je me balade dans la rue, je vois un mec en costard, plutôt beau gosse, mais il ressemble beaucoup à celui qui a expulsé ma famille et qui m'a fait souffrir terriblement. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Dans l'instant présent, je le vois. Et dans ce qu'on appelle l'imaginaire, vous savez, le mental est capable de se souvenir et d'imaginer. Mémoire et imaginaire. Dans l'imaginaire, je vais créer une image mentale, une projection de ce qui pourrait arriver peut-être. Et je vais appeler ça le futur. Donc, je regarde le monsieur et je me dis, lui, il va vendre des sales trucs aux gens, il faut que je le ralentisse. Mais en fait, je ne regarde pas le futur, mon imaginaire, je regarde le passé. Dans le présent, il y a une image qui apparaît, quelqu'un, et ma mémoire projette un imaginaire. Et je vais agir en fonction de cet imaginaire. C'est le même principe. Souvent, la relation amoureuse, c'est super bien quand on parle de développement de soi, parce que c'est quelque chose d'assez, à la fois super épanouissant, et en même temps, ça fait mal souvent. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est quelque chose qu'aussi on peut reconnaître. Si à un moment donné, dans votre enfance, vous avez vécu telle ou telle chose avec vos parents, il y a de grandes chances pour que vous identifiez chez vos futurs compagnons ou compagnes des traits de caractère similaires. La personne, je la vois arriver, elle ressemble à peut-être mon papa ou ma maman, j'identifie, soit c'est une personne géniale, imaginaire, il faut que j'aille vers elle, soit c'est quelqu'un de mauvais, imaginaire, il faut que je m'éloigne d'elle. Dans les deux cas, c'est pas ça. Il y a un être humain en face, mais en fait, on est esclave de notre mémoire qui nous fait projeter dans l'imaginaire. Et on passe son temps à faire ça, tic-touc, tic-touc. Donc en fait, on n'est jamais dans le présent, on est dans le délire total. Quel est le remède pour les bouddhistes et dans le Shinto aussi, et toutes les traditions d'où proviennent le Reiki, en fait, dans le Reiki, c'est de revenir ici et maintenant. Kyo da kewa, là, ici, soit là maintenant. Quand on prend conscience de ce tic-tac qu'il y a dans nos conditionnements, qui puisqu'on avait fait le schéma énergétique, donc ce sont toutes les perturbations, en fait, c'est tous les artefacts qu'on a dans notre champ d'énergie, c'est ça qui fait qu'on passe son temps à être bloqué dans un futur comme ça. Si on se défait de tout ça et qu'on revient dans l'instant présent, ça va être facile d'avancer en étant libre de ces conditionnements-là. Beaucoup plus facile. Et comment on fait? On le fait maintenant, là, dans l'instant présent.
tout de suite. Parce que ce qu'on est en train de dire là, ça nous fait partir. Hop, mémoire imaginaire, ça nous fait rêver un peu. Le meilleur moyen d'être dans l'instant présent, c'est l'ancrage dans le corps. Le corps, il est tout le temps là, il n'est jamais dans la mémoire. On aimerait bien parfois avoir le même corps. Ce corps dont on se souvient, c'est fini, il est là, il est présent. Si on le ressent, dans la sensation, l'écoute du ressenti, on s'ancre dans l'instant présent. On a vu ce matin qu'Osui Sensei nous a donné des méditations spécifiques. Vous vous souvenez, centrage tantienne, respiration, gassho. Ça, c'est des entraînements pour revenir dans l'instant présent. Mais on n'a pas besoin de se mettre en mode comme ça pour être dans l'instant présent. On peut être dans l'instant présent avec un casque sur les oreilles, dans le métro. C'est juste ressentir son corps. Je propose qu'avant qu'on commence à explorer les Gokai, les préceptes, là, on va s'installer dans ça. Sans garder vos cahiers, non, mais tout de suite on a envie de faire des positions bizarres en mode pas besoin. Tu le ressens ton corps, on le ressent le corps déjà. Dans le métro, ça vibre tellement, tu es à fond dans l'instant présent si tu veux. Si tu veux, tu peux faire le choix. Ou alors tu regardes des gens qui te regardent, tu dis putain merde, je bouge, j'ai l'air con. Non, tu es là, tu es dans ta sensation du corps. On le fait maintenant, ok? Ça détend en direct. Quand on baille, le corps se détend. Voilà, l'instant présent. Et après, ces choses, mémoire imaginaire, on va pouvoir travailler dessus plus facilement. Quand on prend conscience, c'est comme des écrans. Voilà, il est beaucoup plus important. Et donc Mikao Usui, étrangement, il commence par des interdits. Et Karuna, ne te mets pas en colère. Shinpai Sena, ne te fais pas de soucis. C'est quand même étrange. Un truc où on est censé progresser, se développer, il dit non, pas bien. Donc quand on entend ça, nous on l'entend avec les oreilles du jugement. Pas bien. Mikao Usui, selon la légende bien sûr, c'est censé être un être illuminé. Un être illuminé, donc il n'y a plus de jugement à ce stade. Il nous indique juste, regarde, il y a deux portes là, évite d'aller de ce côté. Ikaruna Shinpai Sena. Donc comprenez bien, avant qu'on aborde ça, le meilleur moyen pour appliquer ces préceptes, c'est de le faire maintenant. Donc si vous n'êtes pas en colère, tant mieux, vous avez plutôt des sourires sur les visages. Il n'y a pas besoin, mais faites-le que maintenant. Maintenant, installez-vous dans le présent et on va aller voir ce qu'il y a derrière ces deux portes. La colère, Ikaruna, ne te mets pas en colère, et Shinpai Sena, ne te fais pas de soucis. Pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas aller dans cette direction? Il ne nous dit pas que c'est interdit de se mettre en colère. Ça, c'est vraiment une erreur de penser comme ça, parce qu'un interdit, ça ne va pas te calmer. Tu peux taper sur un gosse en colère, il va enfouir sa colère, elle va ressortir dans la cour de récré. Ça fait des mecs qui vont en prison, ça, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas autorisé à l'exprimer, la colère. C'est juste d'éviter d'en faire une habitude. Shinpai Sena, c'est facile à comprendre. Ne te fais pas de soucis. Tout est dans la phrase. Ça veut dire évite de prendre un chaudron et te faire du souci. Toute la journée. Combien de fois on fait ça tout le temps? On se pose et on se dit, alors à quoi je pourrais penser qui pourrait m'arriver dans mon imaginaire? On comprend ça. Comment je pourrais projeter des inquiétudes pour le futur et passer ma journée à le faire? Et notre cerveau, notre mental part très très vite là-dessus. Vous l'avez déjà vécu, ça arrive souvent. Puis il passe de cause à effet, puis qu'est-ce qui pourrait se passer? Et en fait, ça nous pourrit la vie, quoi. C'est ça qui me dit, laisse tomber. Laisse tomber. Pareil, t'es bousculé dans le métro, dans la rue, machin, et tu pètes un plomb et tu t'énerves, puis tu vas voir le gars, alors, pour ceux qui sont parisiennes, deux vélos qui se coignent, et les mecs ils crient, mais ça sert à rien, c'est juste arrête, laisse tomber. T'as rien à gagner. Faut que tu te fasses respecter, c'est sûr, on va en parler, mais t'as rien à gagner à bousculer un mec qui t'a bousculé ou à houspiller un serveur parce qu'il est en retard. T'as rien à gagner. Tu te pourris toi, tu le pourris lui, tu pourris tout le monde. C'est ça qu'il nous dit, d'accord? Maintenant, vu qu'on est derrière, on est dans une démarche vraiment de libération profonde. On évite le mot guérison, comme on avait dit dans le Reiki, quoiqu'il y a quand même une forme de résolution profonde des schémas blessés que nous avons. On a besoin finalement de prendre conscience que la colère et la peur, si elles ne sont pas entendues et comprises, ce sont des poisons. Mais derrière, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Si je me mets en colère, pour commencer par la colère par exemple, si je me mets en colère, c'est pas négatif en soi. C'est pas négatif, c'est moi qui m'exprime. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. C'est pas si je suis joyeux, c'est bien, si je suis triste, c'est pas bien, mais en fait, à chaque fois, c'est le cœur qui parle. La dimension émotionnelle, c'est le cœur qui parle. Et maintenant qu'on a fait le choix finalement d'aller vers l'autre, d'essayer de créer des mécanismes de résolution, de construire, parce que une démarche Reiki, c'est une démarche positive, la première personne vers qui il faut aller, c'est soi-même en fait. Et encore une fois, dans la démarche bouddhiste, d'où provient le Reiki,
ou dans certaines démarches de psychologie positive qu'on a aujourd'hui, ou dans la CNV, communication non violente, si vous connaissez cette approche-là, c'est par la connaissance qu'on peut se libérer de nos schémas qui pourraient devenir négatifs si on n'arrive pas à les accueillir correctement. Et en fait, la colère a quelque chose à dire. Quand on a un réflexe de colère, c'est la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est un besoin de montrer, d'exprimer une limite. De se protéger, de se faire respecter, en tout cas de montrer qu'il y a une limite qui a été franchie. Et on ne choisit pas de se mettre en colère. Ça sort tout seul, ça explose. On est d'accord. Au début, on essaie de se concentrer, de se contenir, non, 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 et bim, ça sort tout seul. Mais donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été touché et il y a une protection. C'est un peu similaire au mécanisme, on pourrait comparer ça au vomissement. On ne choisit pas de vomir. Dans certains cas, on sait qu'on a mangé des toxines, on va faire le choix, mais c'est rare. En général, on ne veut pas, on essaie de retenir, mais c'est le corps qui décide, c'est pas nous. Et pourquoi il vomit le corps? Pourquoi est-ce qu'il sort ces toxines? C'est parce que sinon, c'est mauvais. Il ne faut pas que ça reste dedans, quoi. Donc le corps rejette. Nous, on trouve que c'est négatif de vomir, le corps, il est très content. Parce que s'il ingurgitait ça, il était intoxiqué, et là, c'était des graves problèmes. C'est la même chose pour les émotions. On ne choisit pas d'être triste, on ne choisit pas d'être joyeux non plus, on ne choisit pas d'être en colère. C'est des mécanismes qui vont se produire à un moment donné. Et la colère, la plupart du temps, c'est pour repousser l'autre. Ou c'est parce qu'il y a eu une injustice, quelque chose comme ça. Maintenant, si ce n'est pas conscientisé, c'est-à-dire si on se contente de se mettre en colère et de péter des plombs comme ça parce que ça règle tout et que tout le monde nous écoute, on va se détruire soi, détruire les autres, faire du mal au monde. Dans notre champ d'énergie, ça bousille. L'énergie de la colère, ça te fait un éclair dans ton aura, tu te trucides. Si ça devient une habitude, ça va poser de très gros problèmes. En plus de ça, ça va attirer des gens qui vont avoir la même intention, la même vibration. Donc, pour se libérer du mécanisme de la colère, on a besoin d'entendre ce qu'elle a à dire derrière. On a besoin d'entendre ce qui se passe en nous, en fait. Des choses que vous avez vécues, déjà peut-être un petit peu expérimentées, parce que c'est de plus en plus moderne. On le voit beaucoup aujourd'hui. Par exemple, mettons quelque chose qui arrive souvent, je trouve que le couple est un excellent exemple, parce que c'est un peu la relation la plus sensible qu'on a, peut-être parfois encore plus que ce qu'on peut avoir avec nos parents, nos enfants ou nos frères et sœurs, c'est quelque chose d'assez fort, et ensuite c'est aussi quelque chose qu'on a toujours vécu. Donc je donne un exemple, mettons un mec qui est chez lui, et sa copine sort le soir, et il rentre et elle n'a rien rangé, etc. Elle avait promis de tout ranger avant de sortir et ça l'énerve. Et ça monte, il est obligé de faire la vaisselle, tout ranger, etc. pendant qu'elle est en train de s'amuser dans un bar. Et elle arrive à la maison et il pète un plomb parce qu'elle n'a pas rangé avant de partir alors que c'était elle qui avait mis un peu le dawa à la maison. Et il pète un plomb comme ça. Et la fille ne comprend pas parce que ça ne l'a jamais dérangé, parce qu'ils ont un arrangement entre eux, que voilà, quand il y en a un qui sort, c'est l'autre qui fait. Donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Et lui, il ne comprend pas forcément, parce qu'il se dit, en fait, ça ne me dérange pas. Donc le lendemain, il culpabilise, il dit, ben non, mais c'est pas grave qu'elle n'ait pas passé l'aspi, voilà, c'est chacun son tour, etc. Quoi. On a un partage des tâches. Et il ne comprend pas, donc il passe de colère, culpabilité, colère, culpabilité. Et puis à un moment, mettons qu'il commence un peu à travailler sur lui, et il va entendre ce qui se passe. Et en fait, il entend, et il va se dire, tiens, elle sort de plus en plus souvent, par exemple. Ça peut être inversé, hein. J'ai fait volontairement choisir un garçon, parce que comme j'ai que des filles, je ne voulais pas que vous me jetiez des trucs à la tête. Mais ça peut être inversé, hein, c'est exemple de base. Tiens, elle sort un petit peu trop souvent, et en fait, moi je me retrouve tout seul à la maison. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est pas de faire le ménage, parce que j'aime bien ça, parce que la maison est propre, et que c'est clean, et que c'est chouette. Mais en fait, c'est qu'en fait, elle n'est pas avec moi, quoi. Et si je vais creuser encore derrière, si j'arrive à m'écouter, je vous dis comment faire tout à l'heure. Si j'arrive à m'écouter encore plus, je me dis, mais en fait, mais on se voit plus, quoi. C'est pas bon. Si je creuse encore derrière, mais en fait, je tiens à elle, quoi. Et là, on a une relation de, en fait, on est coloc, quoi. On se partage l'appart. Je creuse encore derrière, mais j'ai envie de donner une chance à cette relation. Et bim. Et ça a donné une colère, un agacement, mais en arrivant à retrouver la valeur qu'il y a derrière, on va se mettre de moins en moins en colère. De moins en moins. Parce qu'en fait, la limite qui a été franchie, c'est pas l'autre qui a franchi la limite, c'est nous qui ne l'avons pas fait respecter. Ok, c'est la même chose au bureau. Au bureau, t'imagines, personne ne respecte. Il y a toujours le collègue à qui on met des dossiers sur le bureau tout le temps, vas-y, fais-le, parce qu'il n'a pas de limite. Donc, on lui pose des dossiers. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va péter les plombs. Et on va se dire, mais il est flippant, le mec. Il est gentil toute l'année et une fois par an, voilà. Donc lui, c'est pareil. S'il entend cette colère et qu'il arrive à exprimer
la valeur positive qu'il y a derrière la colère plus tôt, il n'y aura plus besoin de se mettre en colère. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses-là? Ça va pour vous? Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Si on veut réussir à entendre ce qu'il y a, ces schémas de colère en nous, qu'est-ce qu'il y a de positif derrière? C'est déjà de partir sur une base, c'est qu'il y a toujours du positif derrière. La première chose qu'on fait avec le Reiki, c'est que les autotraitements régulièrement, ça va permettre de diminuer les tensions accumulées, qui fait qu'on pète un peu des plombs rapidement, très rapidement. En diminuant ces tensions, on va finalement entendre beaucoup plus facilement tous les subtilités de notre être intérieur. Mais quand on est accumulé depuis des années de tension, ça pète tout seul en fait. Voilà. Donc il y a souvent un grand calme qui arrive après la pratique du Reiki. Sans une pratique régulière et d'entretenir son état d'être, en fait, se prendre soin de soi, il nous permet de diminuer les tensions et d'être plus attentif à ce qui se passe en nous. Ensuite, on a besoin d'un truc, c'est de se donner un temps pour se poser avec soi-même et de se regarder sans aucun jugement. C'est-à-dire jamais se donner des bons points, c'est bien, et jamais se donner des mauvais points, c'est mal, mais juste d'entendre. Et d'essayer de dialoguer avec soi, mais en fait, qu'est-ce que j'ai voulu exprimer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait de positif? Ok, j'ai jeté une assiette dans le mur, je ramasse l'assiette, je demande pardon, je mets à la poubelle, mais surtout, au-delà de ça, donc je pardonne, sinon ça reste coincé dans ma mémoire, je demande pardon si j'ai fait des erreurs, mais surtout, qu'est-ce que ça a voulu dire? Et vous allez voir, ça va aller très très vite. Vraiment d'entendre comme ça, d'entendre. La peur, c'est pareil, Shinpai Sona lui dit, attends, te fais pas de soucis, Shinpai Sona. Mais derrière les préoccupations, il y a vraiment finalement cette peur qui est à la racine de tous les maux. Dans beaucoup d'approches, on considère que la peur va amener la haine va amener la violence va amener la destruction. À la racine, il y a de la peur. Et la peur, c'est un mécanisme un peu différent, c'est un mécanisme positif qui est là pour nous protéger d'un danger potentiel. Donc c'est positif la peur, on n'aime pas ça du tout, hein. Mais ça nous dit attention, quoi. Si vous allez au 15e étage d'un appart et que vous êtes au balcon, c'est parce que vous avez peur que vous ne faites pas n'importe quoi à la balustrade. C'est sain, en fait, à la base. Par contre, si ce mécanisme, on n'arrive pas à l'identifier, il peut aussi nous faire du mal. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que la peur? On n'a pas peur du présent. On n'a pas peur du présent, on a peur du futur. De ce qui pourrait arriver, peut-être. Et comment est-ce qu'on s'en libère? On prend conscience que le futur, il n'existe que dans l'imaginaire. Nous créons en fait des images mentales en faisant des scénarios probables de ce qui pourrait arriver. C'est clair, non? C'est OK pour vous, on est bien là-dessus. C'est-à-dire que je passe mon temps à imaginer, ce qu'il faut le faire. Si vous êtes venu en stage, vous avez imaginé que peut-être le Reiki pourrait correspondre à vos attentes. Vous êtes en reconversion professionnelle, vous avez imaginé, vous avez fait un plan de carrière et mis des étapes. Il faut le faire, il faut imaginer. Il faut prendre conscience que c'est des projections fictives. Et quand on a peur, c'est pareil. Juste se rendre compte de ça et pas se coller sur sa peur, ça va nous permettre de nous en détacher pas mal. Et quand on fait un petit travail comme ça, juste à se rendre compte que j'imagine ce qui pourrait arriver, je vais pouvoir faire des scénarios probables et prendre des décisions en fonction d'eux. Et la plupart de nos peurs vont commencer à disparaître quand on prend conscience de ça, plutôt que de se jeter à être fasciné par toutes nos images mentales. C'est hyper utile, hein, l'imaginaire. C'est vraiment quelque chose de très bon. Mais juste de commencer à prendre conscience de ça et faire le tri dans toutes ces images qu'on projette tous les jours, entre ce qui doit être pris en compte et ce qui est juste de l'imaginaire qui ne sert à rien. Et ça va permettre de faire émerger, je dirais 80% des peurs, c'est des fantasmes un peu instinctifs qu'on a comme ça, de faire émerger la vérité qu'il y a derrière. Et c'est pareil, c'est le même principe. Et si on prend notre exemple juste avant, du petit gars ou de la petite nana qui se dit « Putain, mon mec, il sort et finalement, j'ai peur. » Alors, on sait de quoi il ou elle a peur quand il sort. Sans lui ou elle, c'est qu'il rencontre quelqu'un d'autre, donc il y a de la peur comme ça. Il se dit « Putain, peut-être rencontrer un autre gars mieux que moi. » Et finalement, cette terreur, en fait, si j'entends ce qu'il y a derrière, parce que ça, c'est inévitable. On a tous, quand tu es en couple, tu as ce risque-là. Hein, ça arrive souvent, on ne peut pas le contrôler, l'empêcher, quoi. Mais par contre, si on arrive à entendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur, et à chaque fois, c'est en le faisant avec soi-même, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur, on va aussi pouvoir entendre la valeur positive. La valeur positive. Est-ce que c'est qu'il faut que j'aille passer un peu de temps parce que en fait, j'ai vécu ce qu'on appelle une blessure d'abandon, un truc comme ça, qui fait que je suis vachement dans le contrôle et que j'ai peur tout le temps?
Est-ce que c'est que je tiens à la personne et qu'en fait, je ne suis pas en train d'entretenir une relation à laquelle je tiens? Ça, c'est beau quand même. La valeur est positive derrière. Donc peut-être ça va me faire faire une action et quand elle rentre, elle va avoir le méga dîner avec les petites bougies et machin, puis des trucs comme ça. Et quand on va réussir justement à accueillir nos peurs, elles vont disparaître immédiatement. Donc comme je vous ai dit, vous regarderez à la maison, il y a énormément de techniques pour ça dans le manuel. Je vais juste quand même en parler juste d'une qu'on évoque maintenant. Mais à chaque Gokai, vous avez pas mal d'exercices qui vous permettent d'expérimenter ce qu'on est en train de voir. C'est un article qui s'appelle, je ne sais plus à quelle page, mais c'est, si tu peux, celui qui là nous donne la page, sinon je la trouve avant. C'est la page 99. C'est pour accueillir une émotion, si vous voulez. Si vous voulez accueillir une émotion, il y a plusieurs étapes, parce que là c'est beau, c'est théorique. Mais dans les faits, accueillir une émotion, c'est expérientiel. Je sais qu'il y a des psychologues parmi vous, mais on n'est pas dans l'analytique, nous, dans le Reiki, c'est une autre approche. C'est pas cognitif. C'est, on va chercher à... tu veux un coussin, Louloute? Ouais. Elles sont dures pour les fesses, ces chaises, non? Ouais, ça fait mal. Bah ouais. Cette solidarité, c'est magnifique. Je peux aller par terre, si quelqu'un d'autre veut la chaise. Quelqu'un d'autre veut la chaise. Moi. Ok, c'est bon. Donc, juste si on peut regarder ça un petit peu ensemble. Donc, quand on va être dans l'intellect, qui a une part énorme, et on a besoin de savoir bien le travailler, les approches cognitives sont de très bonnes approches. Nous, dans le Reiki, c'est expérientiel. On est dans la relation. Et donc, on ne va pas analyser ces émotions. On ne va pas les disséquer. Ce n'est pas la partie Reiki, ça. On va apprendre à les connaître, à les rencontrer. D'accord? Donc, protocole en 5 étapes, si vous voulez, l'intérêt, ça va être d'aller en relation avec son émotion. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai la peur qui monte? Je le sens, tout mon corps se crispe, se met à trembler ou des trucs comme ça. Le réflexe, c'est de se crisper. Non, 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 pas de peur, pas de peur, pas de peur. Donc là, elle va se renforcer et surtout, je n'entendrai pas le message. Donc, plutôt que de se crisper, c'est de laisser la tension nous envahir. Je sais que c'est contre-intuitif, mais si je la laisse complètement m'envahir. Et ensuite, c'est de la laisser se répandre, mais de se centrer sur autre chose. Parce que je me concentre dessus, là où l'esprit va, l'énergie va, ça va grandir. Donc par exemple, la respiration. Okay? Et je laisse tout ça monter. Et en fait, je vais m'installer dans un état de non-jugement, total non-jugement. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est OK. Et quoi que mon émotion ait à me dire, il faut être prêt à entendre. Il faut être prêt à entendre. Il faut que l'ego, là, il va bloquer complètement le processus. C'est vraiment pas de jugement. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste un message. Et quoi qu'il arrive, je peux le mentaliser, hein, je peux le dire mentalement, quoi que mon émotion ait à me dire, c'est OK, c'est la bonne chose. Et ensuite, j'écoute. Je vais me poser une question. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui se passe? Mon superviseur, il a la petite phrase, il dit « Qu'est-ce qui se passe là ?» Comme ça fait 7 ans qu'il me supervise, moi je me fais ça avec moi-même. Vous pouvez dire « Qu'est-ce qui se passe là ?» Comme si vous parliez à une partie de vous. Si vous avez été complètement inconditionnel, vous allez avoir la réponse. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le message. La peur disparaît. Magie. Hein, plutôt que de faire je sais pas quoi, prendre des pilules de je sais pas quoi, du thé de je sais pas quoi, du spray très cher acheté en magasin de bien-être. J'entends le message et ça disparaît. Et après, il faut décider d'une action qui permet de prendre en compte le message. Ikarona Shinpaisona, ça y est, on a franchi les 2 étapes. D'accord? Ensuite, on continue avec Kanchashite. Et c'est la gratitude. On en parle beaucoup de ça, la gratitude. C'est quelque chose qu'on vit et qu'on expérimente. Donc, Kanchashite, c'est traduit par montre de la gratitude. Ça veut dire, ça ne veut pas dire souris tout le temps, même quand tout est pourri dans ta vie, quoi, hein. On a ce truc un peu de la dictature, la psychologie positive, vous savez. Tout le monde avec le faux sourire comme ça, dans les groupes de développement personnel. Avant, il y avait la cravate, on se dit, voilà, c'était un peu le costard. Maintenant, il faut avoir le sourire, quoi. Tu vois, c'est toujours bien et tout. C'est pas juste se forcer à être bien tout le temps. La vie, c'est montée, descente. Et si on veut apprécier la vie, si on veut vraiment kiffer un bon moment, je sais pas, une bonne soirée entre amis, un beau voyage, une belle histoire amoureuse, si on veut accepter que ça monte, qu'on veut être au sommet, on est obligé d'accepter que ça descend, quoi. On ne pourra pas remonter, sinon on est collé au plafond, quoi.
Donc c'est les mouvements de la vie. Donc la vie n'est pas toujours confortable. En fait, quand Shashté, c'est autre chose. C'est une façon de dire, c'est aime la vie. Et aime ses processus. Et vis-la pleinement. Et la gratitude, c'est un sentiment où à chaque truc que tu le vis à fond, quoi. On parlait Kyo Dakewa. C'est en tête en fait. Kyo Dakewa, kan Shashté. Et profite de ce petit moment. Par exemple, notre chère amie vient de changer de siège, et là, elle profite. T'es bien, là. Et c'est juste d'être dans cet instant. Et on va avoir... ça, je ne connais pas. Je serais intéressé aussi pour discuter d'un point de vue psychologique, ça, avec les psys qui sont parmi nous, ces mécanismes-là. Il me semble qu'on a peut-être un mécanisme de protection où l'esprit va se focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie. Je me demande si ce n'est pas un mécanisme de sécurité. Je te poserai quelques questions tout à l'heure, si tu veux bien. Je ne sais pas si c'est un mécanisme de sécurité, c'est pour prévenir qu'il n'y ait pas de problème. Du coup, on trouve toujours des problèmes partout. Ça devient infernal. Et c'est vrai que ça, s'il n'est pas pris en compte, ce mécanisme automatique, sachant... C'est ça. Et sachant qu'on est humain, nous, on est censé s'élever au-dessus de ces trucs automatiques, instinctifs. On s'inquiète et machin, mais on a les moyens de travailler sur nous et juste de prendre conscience de ça pour revenir dans la joie, quoi. Juste parce que c'est bien de vivre. Et c'est pas se persuader. On a tendance à dire, la santé, t'en profites pas jusqu'au jour où tu l'as plus. Puis quand t'as plus tes jambes ou que tu commences à plus fonctionner, voilà, j'ai 41 ans, ça commence déjà à craquer un peu de partout. Et c'est là que tu dis, ah c'était bien, mais on n'en a jamais profité. Pareil, notre appartement. On est dans un appart, est-ce que c'est la source de notre bonheur? Le jour où il y a un incendie, c'est la source de notre malheur. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas, on est triste, on l'a, on n'est pas content, rien. Alors qu'en fait, la gratitude, c'est un état d'être qui nous permet de vivre chaque seconde à fond et vraiment de se réjouir de ça, quoi. Se réjouir de ça. Jusqu'à un truc de base, c'est le corps, il a besoin d'eau avant tout. C'est le truc le plus important. Donc si on est attentif à ce qu'il ressent quand on boit, juste présent, à la sensation de l'eau qui coule sur la langue, dans la gorge et qui remplit le ventre, juste ça, vous allez voir, c'est trop bien. Bon, j'ai soif, excusez-moi. Et vivre les choses à temps présent. Et ça va dissoudre tous ces schémas. Et tous ces fameux conditionnements, toute la mémoire encrassée, vraiment de vivre dans la gratitude, c'est génial. Mais juste en fait, si vous êtes attentif à votre corps, vous allez, qu'est-ce que ça fait du bien de sentir son corps. Vous avez vu quand on est respiré, on a juste respiré, on n'a rien fait d'autre ce matin. Quand on se compte, eh putain, tu te sens bien, quoi. Alors que nous, on cherche quoi? Le bon cachet, la bonne soirée, avec le bon son qu'il faut, le machin, un truc, le manger pour sentir son corps. Vas-y, respire, juste ça. Et c'est un plaisir de dingue. Et donc finalement, on peut le faire tout le temps. Et la gratitude, quand j'achetais, ça nous permet aussi de traverser les épreuves de la vie, quoi. Parce que il y a dans la vie, enfin, je veux dire, on a tous notre petit dossier en cours en ce moment. Chacun a son petit dossier à la maison. On est bien content de ne pas être à la maison, mais on va le reprendre en rentrant. Hein, là, on sent bien le taux vibratoire de la pièce qui baisse. Chacun qui pense à son dossier. On a tous ça, c'est la vie. Et le jour où tu le résous, hop là, dossier suivant, 9h du matin, au boulot. Donc il y a tout ça. C'est la vie, c'est comme ça. C'est notre expérience humaine. On n'est pas non plus... et on progresse, on grandit dans ça. Mais quand on s'installe en état de gratitude, peut-être que certains d'entre vous le vivent avec le temps, vous allez voir, c'est ça. Quand il y a un nouveau dossier, tu prends. Tu dis, ok, c'est parti. Parce que tu sais qu'un problème vient avec une solution. Et qu'en travaillant correctement, ça va devenir une solution. Et cette solution, elle va t'enrichir. Tu ne seras pas juste revenu à l'état d'avant, c'était mieux avant, tu seras revenu à l'état d'après, c'est mieux après. Parce qu'on grandit dans ça. Et en fait, la gratitude nous permet vraiment de développer les ressources, de trouver la confiance, la foi, le courage pour traverser notre dossier. Et voilà, chacun son petit dossier. Vous savez comment faire maintenant. Et donc, c'est vraiment très, très enrichissant. Et Mikao Usui nous a donné plus que ça, puisque chaque précepte, tu demandais hier si les préceptes, ils se prenaient dans l'ordre, ils vont les uns... C'est un peu comme une étoile. C'est une étoile à 5 branches où chacun d'entre eux, ils peuvent vraiment nous aider à appliquer les autres, en commençant par vraiment l'instant présent. Et Gyo Hageme, ça, c'est une ressource pour chacun des autres. Accomplis ton devoir avec application. Alors, là, on a un split entre la tradition de Mikao Usui, le Japon, et l'Occident, parce qu'on n'a pas le même état d'esprit, d'accord? Donc je vais exposer les deux, vous allez voir qu'en fait, à la fin, ils se rejoignent. Dans la tradition d'Usui, accomplis ton devoir avec application, ça veut dire que ce que tu es en train de vivre, ça t'appartient, et c'est à toi d'en faire de ton mieux avec.
Et il faut le prendre comme ça en grande partie. C'est très important. Mais chez nous, en occidentaux, il peut y avoir une résistance, surtout en France. Liberté, etc. Pourquoi? Parce que accomplis ton devoir avec application, c'est quoi mon devoir? Nous, on met un point d'interrogation partout. On est le pays des Lumières, on s'interroge, et c'est ce qu'on a de beau, d'ailleurs, dans notre culture. C'est quoi mon devoir? Si je suis, mettons, dans un métier qui ne me convient pas, une carrière qui ne me convient pas, j'habite dans une ville qui ne me convient pas, et je suis en couple avec quelqu'un qui ne me convient pas, avec qui j'ai fait des enfants, c'est quoi mon devoir là-dedans? C'est de me barrer ou d'accomplir cette erreur que j'ai prise parce que dans mes conditionnements, dans mon expérience, je n'ai pas pris une direction qui me correspond. Donc nous, en Occident, on a une structure de pensée, on a beaucoup de recherche, on a une forme de recherche de connaissance de soi. Connais-toi toi-même, vous connaissez cette phrase, j'imagine. Connais-toi toi-même, ça veut dire va découvrir qui tu es et après tu l'exprimes dans le monde. Donc là on a un split, parce que les Japonais, connais-toi toi-même, c'est une insulte, ça se fait pas du tout ça. C'est la connaissance de soi, c'est l'ego. Eux, c'est la communauté uniquement et la destruction de l'ego absolu. Tu n'existes pas, c'est comme ça. Et si tu as l'impression d'exister, c'est que tu es dans l'erreur. Donc là, il y a un split. Okay. On va d'abord explorer cette dimension du connais-toi toi-même. Après, je vous dirai pourquoi Gyo Hageme, version japonaise, fais ton mieux maintenant, c'est la résolution du premier. Mais on a effectivement un peu parlé pendant ce stage de la connaissance de soi, finalement, c'est va découvrir ce qui est derrière tes conditionnements. Derrière ce stock qui s'est emmagasiné dans ta mémoire, qui te projette un imaginaire, qui fait que tu es dans une répétition de tes expériences passées depuis que tu es gamin. Derrière tous ces conditionnements, où c'est pas toi, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de bon, et cette chose, c'est toi. Et c'est vrai que quand on ose finalement s'installer dans cette chose, c'est moi, et on ose l'exprimer et la montrer au monde et la montrer aux gens, on va super bien. On a tous des qualités uniques, vraiment, ça c'est... Et c'est dingue quand on commence à les découvrir. C'est-à-dire qu'on est tous les meilleurs sur Terre à quelque chose. Et c'est une réalité. Et quand vous découvrez ça et qu'après vous osez les exprimer, ça vous apporte vraiment beaucoup. Là, je vais vous inviter à aller faire un petit voyage dans qui vous êtes. Au-delà de ça. Je vous ai mis pas mal de conseils sur ce précepte-là pour se découvrir soi-même. Une des choses qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce que j'aime faire le plus dans la vie et qui m'épanouit? Et la réponse, elle vient tout de suite. On va avoir des filtres qui vont dire il faudrait que je sois comme ci, il faudrait que j'ai un machin, un modèle, il faudrait que je sois plus visible sur les réseaux. Ça, c'est pas forcément nous. Mais si je me demande maintenant qu'est-ce que j'adore faire, c'est là. À quel moment j'ai l'impression de m'exprimer? Et quand on ose l'exprimer, justement, ça nous apporte beaucoup. Ça nous apporte énormément. Donc, Gyo Hageme, accomplis ton devoir avec application, ça peut être traduit par « je vis en accord avec qui je suis », c'est-à-dire je suis moi, là, maintenant, sur ce monde, je suis vrai, je suis honnête. C'est le précepte de l'honnêteté, Gyo Hageme. Sois honnête, accomplis ton devoir avec intégrité. Il y a un concept d'intégrité, ça peut être traduit comme ça aussi. Donc sois honnête avec toi d'abord. Maintenant, c'est pas non plus commencer à crier sur les toits je suis qui je suis, foutez le camp, barrez-vous. C'est un petit peu trashos et il nous indique quand même, et donc la version japonaise aussi nous apporte quelque chose. Gyo Hageme, c'est aussi accomplis ton devoir avec application, fais de ton mieux, là, maintenant. Ça veut dire qu'avec ce que tu as, tu essayes de faire de ton mieux. Tu fais de ton mieux pour ne pas te mettre en colère, être bienveillant, être honnête, et créer quelque chose de bon pour toi et les autres. Fais pas plus que ça. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, parce que quand on est en train de faire un truc, en général, on imagine les conséquences que ça va avoir, ce que ça va nous rapporter, les risques qu'il y a. Donc demain. Conséquences que je peux gagner de mon action, que ce soit lancer un projet, même me brosser les dents, ouais, comme ça je vais être super beau gosse, etc. Ou les risques qu'il y a. Si je me lave pas les dents, il faut que je fasse 3 minutes. Et en fait, on n'est juste pas là, quoi. Et en fait, si tu t'appliques, tu le fais bien, ni plus ni moins. Et ça suffit. Et en fait, quand on fait ça, c'est un peu comme une recherche d'impeccabilité. On cherche à faire de notre mieux avec nos actions et on va laisser les conséquences nous revenir. Et on n'essaie pas de contrôler le monde, ce qui nous fait souffrir. Donc vous verrez aussi un petit chapitre qui est intéressant qui pose la question de la responsabilité. On va débattre après parce que là j'imagine que ça va fuser dans vos esprits. De quoi on est vraiment responsable finalement?
C'est qu'est-ce qui est sous notre responsabilité. Pour les parents, c'est ça le pire. Parce qu'on n'est pas responsable du bonheur du gamin, quoi. En tout cas, des expériences qu'il va vivre. On est responsable de certaines choses. Mais si dehors, à la sortie du lycée, il se retrouve à faire ses expériences d'adolescent, et puis il y en a qui sont douloureuses, on a tous vécu à l'adolescence, ils vont passer par ça aussi, hein. On le sait très bien. Mais pour les parents, c'est très dur, mais on n'est pas responsable. On a un périmètre de responsabilité, mais on n'est pas responsable de tout. Et on n'est pas obligé d'être parent pour ça, pour comprendre ça. C'est qu'il y a une dimension qui nous appartient, une dimension qui ne nous appartient pas. Et ce qui est à 100% de notre responsabilité, pour moi, il y a 3 éléments. Ce sont mes pensées, mes paroles et mes actions. Tout ce qui se passe dans ma tête, ça m'appartient. Même si ça vient de ce que d'autres ont mis comme graine en moi, quand j'étais enfant, ce qui se passe dans ma tête m'appartient. Mes pensées m'appartiennent. Mes pensées m'appartiennent. Et c'est à 100% c'est dans mon périmètre. Mes paroles, ce que je dis aussi m'appartient. Ce que l'autre entend, pas forcément. Vous connaissez cette phrase qui dit c'est parce que je dis ce qui compte, c'est ce que tu entends. C'est vrai, mais bon, si tu insultes, il y a quand même une limite. Donc on a une recherche d'impeccabilité à ce niveau-là. Et les actions aussi. Nos actions nous appartiennent. C'est à nous qu'il appartient de faire de notre mieux là-dessus. Mais si tout simplement on essaye de travailler ici et maintenant, Gyo-Hageme, nos pensées, nos paroles et nos actions, on les fait de notre mieux, mais on n'a aucun contrôle sur les réactions des autres et de manière plus large, du monde qui nous entoure et de manière encore plus large, du cosmos, quoi. Et la liberté que ça apporte quand tu fais Gyo-Hageme, t'essayes plus, tu vas te contrôler, t'essayes plus de faire un truc pour que ça donne ça, puis je vais lancer pour avoir tel résultat. Non, tu le fais bien, quoi. Et après, tu laisses faire. Tu le fais bien et tu le fais en accord avec qui tu es. Tu le fais bien selon ta règle intérieure et non pas selon les tentatives de soumission d'un système malade, pour dire poliment. Ok ? Et quand on arrive à faire ça, on va bien. Et le monde, ça vous ouvre des portes. J'agis en accord avec qui je suis, de mon mieux, sans essayer de contrôler les résultats. Et en fait, vous allez voir, c'est vraiment, si vous l'avez sûrement déjà fait, parce que vous avez entendu parler de ça ailleurs, ça donne des... C'est magique. Moi, quand j'ai commencé à oser faire ça, j'ai l'impression d'être Moïse devant la mer. Vous savez. Il y a des portes qui s'ouvrent, tu as l'impression que mais elle existait, t'es pas là avant cette porte. Donc c'est très très beau. Suivre sa route. Et donc, quand on est sur sa route, tranquille, on pourrait s'arrêter là, on est bien. Gratitude, j'agis en accord avec qui je suis, je vis les trucs que je dois vivre, je me détourne des émotions qui pourraient me faire souffrir, je suis dans le présent. Et Michael Nussi nous dit, on n'est pas tout seul. Et le plus beau des 5 préceptes, c'est Hitoni Shinsetsuni. Sois bienveillant avec les autres, le dernier. Donc, vous allez le revoir un peu partout, traduit de différentes manières. Donc là, je vais me mettre en porte-à-faux avec plein de maîtres Reiki. Bien sûr, c'est des gens qui sont malgré tout très compétents, etc. Mais moi, il y a vraiment ce concept. Mikao Usui nous a dit bienveillant avec les autres. Et vous allez le revoir nommé sous d'autres formes. Par exemple, William Lee Rand, il a dit « Je suis bon avec la vie sous toute forme ». Ça a été traduit ensuite en France, on l'a beaucoup retrouvé. J'honore la vie autour de moi sous toute forme. Mais ça, ce n'est pas les Gokai de Mikao Usui. Notre maître Reiki, qui est un très très bon maître Reiki par ailleurs, qui est un très bon bouquin, il a reformaté en disant « Je suis bienveillant avec moi-même et les autres ». Non, Mikao Usui, il a dit « C'est les autres maintenant ». C'est les 4 premiers préceptes pour toi-même. Et là, t'es à la cool. Jusqu'à Gyo-Hageme. Mais ça continue, Hitoni Shinsetsuni. C'est de se souvenir que finalement, ce qui nous rend vraiment heureux, et je pense que vous l'avez aussi vécu, c'est d'aimer. Si le Reiki, c'est l'art secret du bonheur, le plus grand bonheur, c'est d'aimer. Donc ça sous-entend de prendre soin de soi. C'est sûr. Ça ne viendra pas des autres. On ne parle pas oublie-toi et sois dominé. Ça, ce n'est pas de la bienveillance. 5e précepte, il ne dit pas non plus occupe-toi des autres, comme ça, ils seront gentils avec toi. Ça, c'est de la soumission. Donc ça, ce n'est pas de la bienveillance. Hein, les gens qui font ça sont soumis à un système malade. Ça s'appelle donc de la soumission à un système malade. Ce n'est pas de l'amour. Donc la bienveillance commence par soi-même. Charité bien organisée commence par soi-même. Mais c'est d'aller... Usui Sensei nous propose d'aller beaucoup plus loin que ça. Et juste de se souvenir que finalement, la bienveillance, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on a de mieux. Nous, c'est ce qu'on a de mieux à vivre, et c'est la force la plus grande dont on soit capable. Et l'amour est fort.
L'amour, c'est l'énergie la plus élevée, c'est la plus puissante, c'est la plus transformatrice. C'est elle qui gagne à la fin. Si vous avez déjà vu les films, comment ça finit la plupart du temps. C'est ce qui résout tout, c'est ce qui guérit tout, c'est ce qui apporte la justice, etc. C'est aussi la plus difficile d'accès. Hein, c'est pas je t'aime et c'est réglé. Non, non. C'est que j'arrive à exprimer mon amour correctement pour que ça résolve les choses et à rester dans l'amour quand je suis agressé. Donc c'est la plus difficile. C'est un peu le pompon sur le gâteau. Hein. C'est le truc tout en haut quoi, qu'on a vraiment envie d'atteindre, mais c'est la meilleure. Et quand on dit être bienveillant, on parle de bienveillance, la bienveillance, c'est veiller au bien. Hein. Bien veiller, bienveillant. Ça veut dire c'est pas juste faire des câlins aux gens qui sont des copies de nous. Donc, sois bienveillant avec les gens qui sont d'accord avec toi. C'est pas ça qu'il a dit. Sois bienveillant avec les gens qui sont d'accord avec toi, mais sois bienveillant avec tout le monde. Toutes les personnes, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et c'est vraiment quelque chose qui est absolument fabuleux et qui nous apporte beaucoup de bien. On peut se demander comment je suis bienveillant, pourquoi je serais bienveillant et comment je suis bienveillant. Mettons, je suis dans la rue, il y a une agression, tu as un adolescent qui tape sur un autre adolescent plus faible, et là, Mikao Sui nous dit là, dans cette situation, sois bienveillant. Donc ça veut dire quoi? Donc je vais voir le mec qui tape sur le petit, et je dis, dis donc, écoute ta colère, que te dit ta colère? C'est pas ça, non, je hausse le ton, j'attrape le bras, je dis tu te calmes tout de suite, tu recules, tu restes là, on va voir ça avec tes parents, etc. C'est ça la bienveillance. Mais ça veut dire que je vais prendre soin mais je prends soin du petit qui se fait taper et du grand qui tape aussi. Ça veut dire que je suis capable d'aimer l'ensemble du système et je suis capable de prendre soin de l'ensemble du système. Ça veut dire que je ne vais pas décharger ma colère que j'ai stockée sur le grand qui tape parce qu'enfin j'ai une bonne raison de me décharger, mais je vais essayer de trouver des mécanismes de résolution. Peut-être que si le grand il est régulièrement violent, il faudra qu'il soit un temps pris en charge, ça, pour qu'on puisse protéger tout le monde, mais c'est sans l'exclure, sans le condamner, sans tout. C'est ça la bienveillance, c'est l'amour. Et cette énergie d'amour, c'est aussi celle qui va nous apporter des résolutions dans des cas de conflit. Quand vous répondez avec amour en cas d'agression, j'ai pas dit avec flagellation ou je me mets à genoux, tape-moi dessus. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire je t'aime, quoi que tu fasses. C'est-à-dire que je rentre pas dans ton jeu de tu tapes, je tape. Non, non, non. Moi, je t'aime, je veux un truc bon pour moi et pour toi. Celui qui cherche à vous batailler, il ne peut rien faire. Parce que vous ne vous rendez pas les coups, il ne sait plus où taper, vous ne vous énervez pas. Donc c'est vraiment la plus grande puissance qu'on ait, l'amour. Je cherche ce qui est bon pour moi et l'autre, quelle que soit la situation. Je ne suis pas dans l'ego, je ne suis pas dans l'affrontement. L'amour, il est universel et il prend soin de tout le monde. C'est magnifique. Et je vous donne la clé pour qu'on puisse conclure. Après, on va papoter un petit peu et faire peut-être une pause. La clé pour que cet amour se développe dans le cœur, on ne peut pas le décider. On ne peut pas décider que je t'aime ou je t'aime pas. C'est pas possible. C'est impossible. Si vous êtes agressé, vous allez ressentir de la colère, de la haine, de la tristesse, etc. Et si vous voulez générer, forcer l'amour, c'est comme forcer quelqu'un à vous aimer. Vous avez déjà essayé de faire ça? On essaie ça quand on est jeune au début, puis après on a compris. On arrête, ça se fait tout seul, quoi. Quelqu'un nous aime ou nous tombons amoureux de quelqu'un et ça se déclenche tout seul. C'est le cœur qui dit oui. Et quand le cœur dit non, c'est qu'il est blessé, il se referme. Comment faire pour que le cœur dise oui le plus souvent possible et de manière pas forcément ciblée sur quelqu'un, mais de manière ouverte comme ça, sans attendre quoi que ce soit en retour? Il y a un truc qu'on peut faire, c'est de développer une vertu qui s'appelle l'humilité, qui est vraiment notre clé finale. Pour le 5e précepte, développer l'humilité, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment ce qui est vrai ou pas. Je le cherche. C'est que mon ego, il va verrouiller. Mon ego, il ne veut pas l'amour, il veut avoir raison. Et si j'arrive à dissoudre ce truc-là, et à prendre conscience que chez chaque personne, il y a un peu de vérité, j'arrive à commencer à voir la beauté chez l'autre, et c'est le chemin que j'ai pris, c'est la direction que j'ai prise. Et c'est donc que je rentre dans un courant très confortable, qui m'apporte beaucoup de confiance, de foi, de joie. Quand l'autre me prouve que j'ai tort, je suis content. C'est horrible pour les gens que vous faites ça. Génial, t'as raison et j'ai tort. Tu m'as appris quelque chose. Et surtout, l'humilité, ça développe un terreau fertile à l'amour. Vous savez, humilité, humus, c'est la même racine. Vous savez ce que c'est que l'humus? Non. C'est une espèce de mousse qu'il y a en forêt qui fait que tout peut pousser là-dedans. C'est hyper bon, c'est un terreau super bon pour que les graines puissent pousser. L'humilité, c'est un terreau magnifique pour l'amour. Et quand l'amour émerge, en fait, c'est pour ça que c'est les autres, mais parce qu'en fait, ça dégage, ça déborde de nous.
On fait plus trop de différence. Ouais, je m'aime, tu m'aimes, je m'aime plus que toi. Mais c'est un truc, on est dans un courant qui coule, qui va à tout le monde et c'est magnifique. Vraiment très très beau. Voilà. Donc ça, c'est une version des 5 préceptes. Vous avez dans le manuel, à chaque précepte, il y a des recommandations. Si vous voulez essayer de faire des exercices pour mettre en place, vous cherchez chaque jour, on cherche chaque jour ce qu'on peut améliorer. C'est une vision des préceptes, ce n'est pas la vision des préceptes, c'est notre vision à l'école de Reiki intégrative avec tout ce qu'on a pu essayer de découvrir. Il y a plein d'autres façons de les vivre, de les interpréter. Surtout, on s'évalue seulement soi-même, hein, c'est tout. Hein. On s'évalue seulement soi-même. C'est pas l'autre qui dit, dis donc, t'es pas dans la gratitude. Là, pourtant, je t'ai fait ton plat préféré la 5e fois de la semaine. C'est pas ça, ça se passe pas là. Hein. C'est vraiment soi-même. Et comment est-ce qu'on le sait? Le Reiki, ça apporte la paix. C'est la fin de l'agitation. Et plus on va arriver à faire cette forme de tranquillité, de confiance et de bien-être, moins on va être bouleversé à un moment donné par des trucs qui ne sont pas si importants, plus on va savoir qu'on est en train de grimper sur les échelons tracés par Mikao Usui. Quand on a des tempêtes émotionnelles, des douleurs physiques, on fait un autotraitement pour apaiser tout ça. Et le reste du temps, on essaie de faire les préceptes, on est content, on fait des câlins, on est trop gentil. Voilà. Ça va? Et vous? Nous allons bien. Some people tell me that I need help. Some people can fuck off and go to hell. Goddamn, why they criticize me? That shit is on the rise, so my family despise me. Fuck them and feed them, cause I don't need them. I won't join them if I can beat them. They don't understand my logic. My guts and my money, and I'm hooked on chronic. I never wanted to hurt a nigga.